Pendant des décennies, Benny Hill a fait rire des millions de téléspectateurs à travers le monde avec ses pitreries, ses sketchs burlesques et son humour physique inimitable. De The Benny Hill Show, diffusé dans plus de 140 pays, aux scènes de poursuites endiablées rythmées par Yakety Sax, il a incarné une comédie universelle, capable de transcender les langues et les cultures. Mais derrière les éclats de rire, une tempête se préparait. À l'aube des années 1980, alors que les valeurs sociétales évoluaient, l'humour de Benny Hill, autrefois célébré comme espiègle et inoffensif, devint la cible de critiques acerbes. Accusé de sexisme et de stéréotypes dépassés, son émission, jadis un trésor national britannique, fut remise en question, puis annulée en 1989. Ce qui semblait être une simple controverse a révélé une vérité plus profonde, le choc entre un génie comique et une société en mutation. À sa mort en 1992, Benny Hill laissait derrière lui un héritage complexe, celui d'un homme qui vivait pour faire rire, mais dont la carrière s'est éteinte sous le poids d'un monde qui ne riait plus comme avant. Voici l'histoire d'Alfred Osornil, de ses débuts modestes à Southampton à son ascension fulgurante, de ses controverses à sa chute tragique, et de l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur la comédie télévisée. Jeunesse de Benny Hill. Alfred Osornil, plus tard connu sous le nom de Benny Hill, né le 21 janvier 1924 à Southampton, dans une famille modeste de la classe moyenne anglaise. Son père, Alfred Sir, tient une petite boutique d'appareils chirurgicaux à un commerce discret mais stable, spécialisé dans les instruments médicaux et les fournitures de pharmacie. Sa mère, Hélène, femme douce mais ferme, s'efforce d'adoucir l'atmosphère d'un foyer strict, parfois marqué par des tensions financières et une discipline rigide. Ses premières années, dans une maison exiguë aux murs tapissés de papier jauni, forgent chez Benny une sensibilité aiguë au comportement humain. Enfant, il observe les petites manies des voisins, les disputes feutrées de ses parents, les joies simples des passants. Ces observations, mêlées d'une imagination débordante, deviennent le terreau de son humour. Dès 8 ans, il amuse ses camarades d'école avec des imitations des professeurs et des scénettes improvisées dans la cour, posant sans le savoir les bases de sa carrière. Adolescent, Benny est un garçon timide mais curieux, préférant les livres et les films muets de Charlie Chaplin aux jeux turbulents. À 16 ans, il quitte l'école pour subvenir aux besoins de la famille. Il enchaîne les petits métiers, livreur de lait, où il brave l'aube glaciale sur un vélo grinçant, opérateur de pont, surveillant les barges sur la rivière Test, batteur dans un orchestre local, où il apprend le rythme et l'art de capter un public. Ses emplois modestes, souvent ingrats, lui enseignent la discipline, l'observation et une résilience qu'il transformera plus tard en comédie universelle. « J'ai appris à rire de la vie en la regardant de près », dira-t-il dans une rare interview à The Times en 1975. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Benny, alors âgé de 18 ans, est enrôlé comme mécanicien dans l'armée britannique, puis comme chauffeur de camion et opérateur de projecteurs pour la Combined Service Entertainment, une unité dédiée au divertissement des troupes. Sur des scènes de fortune, face à des soldats épuisés par le front, il teste ses premiers sketchs. Ses performances, souvent improvisées sous les sifflements des obus lointains, révèlent son don pour le timing comique et l'humour physique. Faire rire un homme qui a vu l'enfer, c'est le vrai pouvoir de la comédie, confiera-t-il à Radio Times en 1980. Après la guerre, inspiré par les music-halls britanniques et le comédien américain Jack Benny, dont il emprunte le prénom, il adopte le nom de scène Benny Hill. Ses débuts à la radio, dans des émissions comme Variety Bambox, 1947, lui offrent une première plateforme. Mais c'est à la télévision, un médium naissant, qu'il voit une chance de briller. En 1950, à 26 ans, Benny est prêt à conquérir un monde encore vierge des rires qu'il va y semer. L'ascension du Benny Hill Show et la renommée internationale. Le 15 janvier 1955, la BBC diffuse le premier épisode de The Benny Hill Show, une émission qui redéfinit la comédie télévisée britannique. À 31 ans, Benny Hill y déploie un style unique, un mélange de slapstick, de parodie, de monologues hilarants et de numéros musicaux. Ses gestes exagérés, ses grimaces expressives et son sens aigu du timing captivent instantanément. Contrairement aux comédiens de music-hall, souvent prisonniers de la scène, Benny excelle dans l'intimité de la caméra, jouant avec les gros plans pour amplifier chaque clin d'œil, chaque chute. Les premiers épisodes, en noir et blanc, sont modestes, sketchs simples, imitations de stars comme Laurence Olivier ou Elvis Presley, et chansons comiques écrites par Benny lui-même. Le public britannique, encore marqué par l'austérité d'après-guerre, embrasse cette légèreté. Dans les années 1960, l'émission évolue. Benny introduit des personnages récurrents en Fred Scuttle, l'employé incompétent, Monsieur Showmine,
caricature outrancière mais hilarante, ou le présentateur télé-parodique qui deviennent des icônes. Il s'entoure d'une troupe fidèle, Jackie Wright, le petit homme chauve cible des claques légendaires, Henry McGee, l'annonceur stoïque, et Bob Todd, maître du slapstick. En 1969, le passage à Thames Télévision marque un tournant. Les épisodes, désormais en couleur, s'allongent, les sketchs s'étoffent, et les numéros musicaux gagnent en audace. Les scènes de poursuite, rythmées par Yakety Sax, deviennent la signature de l'émission, des ballets absurdes où Benny, souvent en vieux lubrique ou en bonnet, court après des femmes en tenue légère ou fuit des maris jaloux. Ces séquences, mélange de chaos chorégraphié et de gags visuels, sont universelles, pas besoin de mots pour rire. Diffusé dans plus de 140 pays, de l'Australie aux États-Unis, le Benny Hill Show devient un phénomène mondial. Au début des années 1970, il attire 21 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni, un record pour une émission comique. En 1980 et 1981, il est nommé aux Emmy Awards. En 1984, Benny reçoit la Rose d'Or à Montreux, consacrant son génie. Derrière les rires, son travail est titanesque. Il écrit chaque sketch, compose les chansons, peaufine les chorégraphies. Je ne dors pas, je ris, plaisante-t-il dans The Guardian, 1978. Pourtant, sa vie privée reste austère, il loue un modeste appartement à Teddington, évite les mondanités, et économise chaque penny. La gloire, c'est pour les autres. Moi, je veux juste faire rire, confie-t-il à TV Times, 1982. Mais à l'approche des années 1980, le vent tourne. L'humour de Benny, ancré dans une tradition burlesque, va se heurter à un monde en pleine mutation, où les rires d'hier deviennent les scandales de demain. Controverses et réactions négatives. Au début des années 1980, The Benny Hill Show fait face à un vent de critiques. La société britannique évolue, le féminisme de la deuxième vague, les mouvements pour l'égalité et une sensibilité croissante aux stéréotypes de genre transforment les attentes du public. Ce qui était perçu comme un humour espiègle des femmes en bikini poursuivies par un Benny grimaçant, des blagues grivoises, des personnages féminins réduits à des silhouettes devient problématique. Les scènes de poursuite, emblématiques du show, sont particulièrement visées. Pour les critiques, elles objectivent les femmes, les réduisant à des objets de désir dans un ballet de sous-entendus sexuels. Ce n'est plus drôle, c'est dégradant, écrit un éditorial du Daily Mail en 1983. Ben Elton, étoile montante de la comédie alternative, devient l'un des critiques les plus virulents. Dans une interview à The Observer, 1984, il accuse le show de normaliser l'objectification des femmes, ces poursuites où des filles à moitié nues courent sous les rires, ça dit quoi sur notre société? Ça banalise le manque de respect. Les groupes féministes, comme Women's Aid, rejoignent le débat, dénonçant des sketchs qui, selon eux, minimisent la violence de genre. Le Broadcasting Standard Council, organisme régulateur, commence à scruter les épisodes, questionnant leur adéquation pour le prime time. Même les fans, divisés, se demandent si l'humour de Benny est encore défendable. Benny et ses producteurs se défendent, les sketchs ridiculisent les hommes, pas les femmes. Ce sont les personnages masculins qui passent pour des idiots, argue Denny Kirkland, producteur, dans The Times, 1985. Les Hills Angels Ossie Upton, Louise English, Jane Leave, danseuses et actrices de l'émission, insistent sur leur professionnalisme et leur complicité avec Benny. On riait ensemble, il n'y avait pas de méchanceté, dira Sue Upton à Radio Times, 1990. Mais des témoignages contradictoires émergent. Certaines danseuses, anonymement, confient à The Sun, 1987, s'être senties mal à l'aise sous la pression des chorégraphies suggestives. D'autres louent l'ambiance familiale du plateau. Ces récits contrastés complexifient l'image du show, génie comique ou relique misogyne? Des ajustements sont tentés, moins de poursuites, moins de tenues légères, plus de sketchs narratifs. Mais le mal est fait. Les audiences chutent de 21 millions dans les années 1970 à moins de 10 millions en 1988. Les coûts de production, environ 450 000 livres par épisode, pèsent lourd. En mai 1989, John Howard Davis, directeur du divertissement à Thames Télévision, convoque Benny. Vos services ne sont plus requis, lui annonce-t-il. Benny, 65 ans, est abasourdi. Il préparait de nouveaux sketchs, croyait en un renouveau. J'ai senti le sol s'effondrer, confiera-t-il à un proche, cité dans The Independent, 1993. L'annulation, attribuée à la baisse d'audience et à la fatigue de Benny, marque la fin d'une ère.
Le contraste est cruel, un show célébré dans 97 pays, nommé aux Emmy, récompensé à Montreux, jugé obsolète chez lui. Déclin, annulation et la scène infâme. Le catalyseur de la chute est un sketch de 1987, souvent cité comme emblématique des problèmes du show, une parodie de concours de beauté où des femmes en maillot, poursuivies par Benny grimé en juge lubrique, sont réduites à des figures comiques. Ce qui amusait dans les années 1970 choque en 1987. C'est un symbole de tout ce qui ne va plus, écrit The Guardian, 1988. Les critiques, de Ben Elton aux associations féministes, pointent un humour qui glorifie l'objectification. Benny insiste, je ris des hommes, de leurs bêtises. Les femmes sont les héroïnes. Mais la société a changé, le public, lui, s'éloigne. Les ajustements tardifs ont moins de poursuites, plus de dialogues ne suffisent pas. En 1989, l'annulation est un coup de massue. Benny, qui écrivait encore, se sent trahi. J'avais des idées, des projets, dira-t-il à un ami, selon The Daily Telegraph, 1992. Le show, jadis un phare de la comédie britannique, est perçu comme une relique. Les fans, nostalgiques, peinent à défendre un humour qui, pour beaucoup, a mal vieilli. Les dernières années de Benny Hill, sa santé et sa vie privée. Après 1989, Benny se retire à Teddington, dans un appartement modeste qu'il loue malgré une fortune estimée à 10 millions de livres. Sa frugalité surprend, il raccommode ses vêtements, achète au rabais, voyage peu. Je n'ai pas besoin de luxe, j'ai besoin de rire, confie-t-il à The Express, 1990. Sa vie privée, discrète, alimente les spéculations. Célibataire endurci, il essuie plusieurs refus à ses demandes en mariage dont une à Sue Upton, qui reste une amie. Les tabloïds s'interrogent sur sa sexualité, mais Benny reste muet. Ma vie, c'est la comédie, pas les ragots, coupe-t-il dans The Sun, 1985. Sa santé décline. En février 1992, une crise cardiaque le frappe. Les médecins proposent un pontage coronarien, il refuse. Une semaine plus tard, on diagnostique une insuffisance rénale. Fidèle à son indépendance, il rejette le traitement. Je vis comme je veux, dit-il à son agent, selon The Times, 1993. Le 20 avril 1992, Benny meurt d'une thrombose coronaire, seul dans son fauteuil. Son corps n'est découvert qu'une semaine plus tard, après l'inquiétude de voisins. Ironie tragique, ce jour-là, un contrat pour un nouveau projet arrive par la poste. À 68 ans, Benny laisse un appartement rempli de trophées, de chèques non encaissés et de carnets de sketchs inachevés au témoignage d'un homme dévoué à son art jusqu'au bout. Héritage, distribution et influence durable. L'influence du Benny Hill Show est colossale. Il a redéfini la comédie télévisée avec son mélange de slapstick, de parodie et de numéros musicaux. Diffusé dans 97 pays, traduit en 20 langues, le show a prouvé que l'humour visuel transcende les frontières. Les Hells Angels Sue Upton, Louise English, Jane Live ont apporté une énergie chorégraphique, tandis que Henry McGee, Bob Todd et Jackie Wright ont ancré l'humour dans une dynamique collective. Jane Live, devenue Daphné dans Frasier, ou Jenny Lee Wright, bruiteuse pour Shakespeare in Love, illustre l'impact de la troupe. Malgré les controverses, l'héritage de Benny perdure. Les rediffusions sur DTS TV dans les années 2000 captivent de nouveaux publics. Des comédiens comme Sacha Baron Cohen ou les Monty Python citent son influence sur le timing et le visuel. Benny a appris au monde à rire sans parler, dira John Cleese dans The Guardian, 2000. Les critiques sur le sexisme n'effacent pas son génie technique, chorégraphie millimétrée, montage rythmé, chansons originales. À une époque où la comédie devient plus verbale, Benny reste le maître du rire universel. Que pensez-vous de Benny Hill? Génie incompris ou humoriste dépassé? Quel sketch ou personnage Fred Scuttle, les Hells Angels vous a marqué? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes de la télé. Merci d'avoir regardé.